Tu es sûr qu'il ne respire plus? Je ne sais pas. Honnêtement, il a même semblé rire en disant que son fils ne respirait plus. Clairement, Angela et Michael n'étaient en aucun cas les parents de l'année. Ils n'auraient pas dû être les parents de ces enfants autistes, mais ce ne sont pas des meurtriers. Bienvenue ou bon retour, et merci d'être ici. Je suis Cassie et voici A Wicked World. L'histoire que j'ai à vous raconter aujourd'hui concerne un petit garçon de 8 ans atteint d'autisme, qui a été tué par sa méchante belle-mère et son père, qui travaillaient pour la police de New York. Ceci est l'histoire de Thomas Valva. Thomas, ou Tommy, Justin Valva, est né à Long Island, New York, le 14 septembre 2011 de sa mère Justina Zugbo Valva et de son père Michael Valva. Il adorait la couleur bleue, les voitures, les camions de pompiers et jouait au football. Thomas avait un frère aîné nommé Anthony et un frère cadet nommé Andrew. Thomas et son frère Anthony ont tous les deux été diagnostiqués autistes. La mère de Thomas, immigrée polonaise, travaillait comme surveillante pénitentiaire. Son père, Michael, était policier au sein du NYPD. Le couple s'est marié en 2004 et a eu 3 fils ensemble. Vers 2011, ils ont commencé à avoir de sérieux problèmes, car la colère de Michael empirait de plus en plus. Il insultait régulièrement sa femme, mais ils sont restés ensemble et ont continué d'essayer de faire fonctionner leur couple. Cependant, à la fin de 2014, Michael a commencé à avoir une liaison avec une femme nommée Angela Paulina. En apprenant cela, Justina a décidé qu'elle en avait assez et qu'il était temps de quitter son mari. Ils ont officiellement demandé le divorce en décembre 2015. C'est également à cette période que l'âpre bataille pour la garde des garçons a commencé entre le couple. En septembre 2017, après que Michael ait accusé Justina d'empêcher les enfants de le voir, un juge a accordé au père la garde temporaire exclusive. Justina n'était autorisée à voir les enfants sans surveillance qu'un week-end sur 2. Les garçons ont donc commencé à vivre avec leur père et sa petite amie Angela, ainsi qu'avec ses 3 jeunes filles. Michael a également retiré Thomas et son frère Anthony de leur école spécialisée à Manhattan pour l'autisme et les a inscrits à une école primaire du comté de Suffolk à la place. Justina était plus que bouleversée et a continué à se battre pour la garde de ses 3 enfants. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas se permettre la même représentation en justice que son ex, Michael. Peu de temps après que Thomas et ses frères ont commencé à vivre à plein temps avec leur père, Michael a commencé à accuser Justina de faire du mal aux enfants, probablement dans le but d'obtenir la garde permanente complète. Il a allégué que Justina les frappait et les empoisonnait avec un médicament brun toxique. Michael a affirmé que son ex-femme souffrait d'une maladie mentale qui s'aggravait, ce qui la rendait incapable de s'occuper des enfants. Mais quand les services de protection de l'enfance ont parlé à Thomas et à son frère aîné, ils ont affirmé aimer leur mère, ne pas en avoir peur et qu'elle ne leur avait jamais fait de mal. Selon Justina, les travailleurs sociaux ont dit qu'elle souffrait d'une maladie mentale, qu'elle buvait de façon excessive et qu'elle avait un comportement erratique. Par conséquent, ils n'ont jamais voulu prendre au sérieux quoi que ce soit qu'elle leur disait. Pourtant, la mère a réussi toutes les vérifications nécessaires pour obtenir son poste d'agente pénitentiaire. Elle avait été déclarée exempte de toute maladie mentale et pleinement capable d'exercer son travail. Justina a également dit qu'elle n'avait jamais personnellement parlé aux employés qui avaient écrit ces choses sur elle dans les rapports. Quoi qu'il en soit, en janvier 2018, la mère s'est vue retirer par un juge son droit de visite surveillé avec ses fils. Les garçons ont donc pu rester avec leur père. Même si Justina avait fait de nombreux signalements préoccupants de son côté à la protection de l'enfance, après seulement 1 mois sous la garde de Michael, les 3 garçons avaient déjà perdu pas mal de poids. Anthony, qui avait 8 ans,
a perdu 6 kilos. Thomas, qui avait 6 ans, a perdu 2 kilos. Et Andrew, qui avait 4 ans, avait perdu 1,7 kg. Justina a également signalé que Michael et sa petite amie frappèrent les enfants sur la tête, les mains et le dos. Ils les mettaient en isolement pendant de très longues périodes sans nourriture ni eau et les forçaient à rester debout dans le jardin, même lorsqu'il faisait froid, sans chaussures. Cependant, l'affaire a été classée seulement 2 jours après son ouverture, ce qui est devenu assez courant. À mesure que Justina ouvrait de plus en plus de dossiers auprès des services de protection de l'enfance, ils étaient clôturés après seulement 1 ou 2 jours. Et cela, même après que Justina ait remis une clé USB aux agents des services à l'enfance contenant plus de 320 fichiers qu'elle affirmait prouver que Michael et Angela battaient les enfants. La mère transmettait aux services de protection de l'enfance des enregistrements de Michael et Angela tentant de dresser les garçons contre elle. Ils le font en leur faisant répéter des phrases comme « Je n'aime pas maman » et « Maman est méchante ». Dans un enregistrement, on dirait aussi que Michael prive l'un de ses fils d'eau jusqu'à ce qu'il entende ce qu'il veut entendre. Qui aimes-tu? Papa et Angela. Avec qui veux-tu rester? Papa, Anthony. Qui te manque? Diane, Andrew. Avec qui veux-tu vivre? Papa. Maman est méchante. Maman est méchante. Maman me frappe. Maman me frappe. Maman ne me touche pas. Maman. Ne me touche pas. J'aime Angela. J'aime Angela. J'aime papa. J'aime papa. Qu'est-ce que tu dis, Anthony? J'aime Angela. Je ne t'entends pas. Maman dit Laisse-moi dire. j'aime Angela. Plus fort, Anthony. Anthony, j'aime Angela. J'aime Angela. J'aime papa. J'aime papa. Je t'aime, Anthony. Je t'aime. Puis-je avoir un peu plus d'eau pour m'aider à avancer? Je t'apporte un peu plus d'eau. Anthony, tu m'aimes? Pas encore. Est-ce que tu m'aimes? Commence, commence-le, dis. Je t'aime. Je t'aime. Papa, merci. Je t'aime, Andrew. Quelqu'un d'autre? Non. Non, quand quelqu'un te dit qu'il t'aime, Personne ne sait? c'est ça, maman a compris. Et Anthony, essaye encore. Je t'aime, Andrew. Dis je t'aime. Papa. Je t'aime, papa. Voilà. Honey, I love you. Love you. Thank you. I want more water. I wish I know. You got water? I'm gonna get you some water. Même avec ces enregistrements, les services de protection de l'enfance semblaient indifférents. Désespérée d'être entendue et de protéger ses enfants, Angela a créé une page sur les réseaux sociaux appelée Stand Against Child Abuse, où elle a commencé à documenter tout ce que les garçons lui racontaient à propos de Michael et d'Angela. Justina a filmé plusieurs vidéos où ses fils disaient que leur père leur refusait nourriture et eau. Papa, la maison de papa, tu n'étais pas? On a juste eu un petit accident pipi. Ça ne veut pas dire qu'on est un mauvais garçon. Mais maman. Quoi, mon chéri? Maman nous a mis sur moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne voulait pas que je prenne mon petit déjeuner ni rien du tout. Il ne voulait pas que tu prennes ton petit déjeuner. Je suis sûre. Tu avais faim? Non, j'ai faim. Noir, bleu, rose, jaune, bleu, vert. Parfois, on disait aux garçons qu'ils ne pouvaient pas voir leur mère et on leur refusait de la nourriture s'ils disaient qu'elle leur manquait ou s'ils la serrèrent dans leurs bras. Il m'a dit que je ne peux pas travailler avec toi. D'accord, Poker. Je t'aime et tu me manques, maman. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi? Pourquoi dirait-il ça? Je ne le ferai pas. Je vais choisir l'orange. Les gars, Maman, Anthony t'aime. ce n'est pas grave, tu veux jouer au ballon. Maman. Les gars, vous savez bien que ce n'est pas vrai? Tu peux toujours faire un câlin à maman. Embrasse maman et dis à maman que tu aimes maman et que maman te manque, d'accord? D'accord. Oui. Qu'est-ce qui va se passer si tu me dis que tu m'aimes et que je te manque et que tu me fais un bisou et un câlin? Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas ce qui va se passer. Ensuite, papa va me mettre dehors. Dehors? Oui. Où? Dans le jardin. Ou dans le jardin?
Maman, là-bas. Qu'est-ce qu'il y a dans le jardin? Des voitures. Et je ne peux jamais jouer sur les voitures si je suis genre attachée dehors. Mon Dieu, c'est comme la prison. Je sais, c'est comme la prison. Mais apparemment, les jeunes filles d'Angela disaient même aux garçons qu'elles voulaient que Justina soit morte. Johanna veut que je la pousse par terre et moi aussi je vais la pousser. Qui a dit ça? Qui dit ça? Johanna. Johanna veut que tu me pousses par terre. Comme je comprends. Encore une fois. Oui, encore une fois, je vais monter. Et je vais venir. C'est pour ça qu'elle veut que tu me pousses par terre? Parce que prends une portion. Elle veut que tu sois morte. Elle veut que je sois morte. Morte? Oui. Elle t'a dit ça? Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit « Je veux que tu sois mort ». Elle t'a dit qu'elle voulait que je sois mort? Oui. Non, maman. Et je ne veux pas que tu le sois. Et je ne veux pas que tu sois comme... Comme ça, non, maman. Mon Dieu. Maman, je vais vraiment te pousser par terre. Excuse-moi. Maman. Je vais quand même te pousser par terre, maman. Ce n'est pas gentil ce qu'elle te dit. Maman, je vais te pousser par terre. Maman. Justina découvrait des bleus sur le corps de ses fils et ils étaient toujours fatigués, frigorifiés, affamés et parfois même couverts d'urine. Elle pensait aussi que Michael et Angela ne croyaient pas au diagnostic d'autisme de leur fils. Une fois, Thomas avait des bleus à cause d'une fessée reçue la veille. Il a dit que son père l'avait frappé 12 fois et qu'il avait tellement mal qu'il avait du mal à marcher. Mais un agent des services de protection de l'enfance aurait dit à sa mère qu'un parent avait légalement le droit de donner une fessée à un enfant, donc il ne pouvait rien faire. Entre 2015 et 2019, Justina a appelé le 911 à propos de son ex-mari Michael plus de 20 fois, principalement parce que le père essayait d'empêcher leurs enfants de la voir. À un moment donné, Justina a même déposé une plainte contre le service de police du comté de Suffolk, mais elle a été rejetée presque immédiatement après qu'il a été constaté qu'ils avaient agi de manière appropriée. Justina a documenté dans des vidéos comment Michael tenait les mains de leur fils et les serrait pour qu'ils ne puissent pas courir vers elle. Il serrait leurs mains si fort que cela les faisait pleurer. Il pouvait alors dire qu'ils ne voulaient pas voir leur maman. Salut Anthony. Salut Anthony. C'est la vidéo. Moi. Vas-y vite, dépêche-toi. Allez, chérie. Salut Becky. Salut Andrew. Laisse-le partir. Salut Andrew. Laissez-les partir. Ils peuvent venir vers moi. Laisse-le partir. Laisse-le partir. Il veut venir ici, Andrew. Laisse-le partir. Qu'est-ce que tu leur fais? Viens ici, mon chéri. Je te tiens, je te tiens, je te tiens. Non, il ne pleure pas. C'est le bruit de Becky. Becky fait non. Il ne pleure pas. Il va revenir. Tu es en train de les déshabiller. Je te tiens. Vite, allons-y. Parlons-lui. La mère n'était pas la seule à avoir constaté la maltraitance de leurs enfants par Michael. Les responsables de l'école ont commencé à remarquer qu'ils venaient en classe affamés et sentaient l'urine et les excréments. Ils semblèrent devenir de plus en plus maigres et fouillaient le sol après le déjeuner dans l'espoir de trouver de la nourriture. Les enseignants ont dit que les garçons se plaignaient constamment d'avoir faim, alors ils leur donnaient des collations. Mais quand Angela l'a découvert, elle a commencé à crier et hurler, disant que les garçons étaient simplement des manipulateurs menteurs. Thomas et ses frères ont rapporté aux enseignants qu'ils avaient des ennuis à la maison pour tout, y compris pour ne pas appeler Angela maman, pour ne pas dire bonjour ou pour ne pas être poli. Une fois, en janvier 2019, Thomas, âgé de 7 ans, est allé à l'école avec un œil au beurre noir. Après l'alerte des services de protection de l'enfance, Michael a expliqué aux travailleurs sociaux qu'il s'agissait d'un accident sur l'aire de jeu. Par conséquent, il a été déterminé que le cas ne relevait pas d'un danger immédiat ou imminent, ni d'un préjudice grave, et il a été classé. Un mois plus tard, en février, il a été signalé que le frère de Thomas, Anthony, est allé à l'école avec un sac à dos trempé d'urine. Le petit garçon a dit qu'il avait été forcé de rester dans le garage et qu'il n'avait pas accès aux toilettes. En mai 2019, Anthony a dit à son enseignante qu'il n'avait pas pris de petit déjeuner ce matin-là parce qu'il était sur son matelas. Il a dit que ce matelas était dans le garage et qu'il y était envoyé pendant des jours, voire parfois des semaines, s'il avait un accident.
Puis il lui a dit qu'il n'était pas censé parler du garage. Également en mai, une autre personne a signalé à la protection de l'enfance que Thomas avait une marque sur le front, causée par Michael qui lui avait lancé son sac à dos. Michael a dit qu'Anthony était celui qui avait lancé le sac à Thomas, mais ensuite il a refusé de laisser les garçons être interrogés. Après cela, l'affaire a été classée et jugée non fondée. Souvent, Thomas et ses frères allaient à l'école avec des ecchymoses, mais disaient à leurs enseignants qu'ils n'avaient pas le droit de voir l'infirmière. Le 7 juin 2019, Anthony est arrivé à l'école avec le nez enflé et ensanglanté. Lorsque les enseignants lui ont proposé d'aller à l'infirmerie, il a commencé à crier. Michael a affirmé que son fils s'était simplement réveillé avec cette blessure. Alors, les responsables de l'école ont appelé les services de protection de l'enfance encore et encore. Entre leurs appels et ceux de Justina, l'agence avait été contactée plus de 50 fois au sujet de Thomas et de ses frères. Mais rien n'a jamais été fait pour les protéger, probablement parce que Michael était policier. En avril 2019, un juge avait même ordonné à la protection de l'enfance d'enquêter sur les accusations faites par Justina et l'école. Pourtant, pour une raison quelconque, le dossier concernant Thomas et ses frères a été définitivement classé en janvier 2026. Quelques jours plus tard, le 17 janvier 2020, à 9h46 du matin, Michael a appelé le 911. Il a demandé une ambulance à son domicile et a dit que son fils de 8 ans était tombé, s'était cogné la tête et ne respirait plus. Police 843, quelle est l'adresse de votre urgence? Bonjour, avez-vous besoin de la police? J'ai besoin d'une ambulance immédiatement, mon fils ne respire plus. D'accord, restez en ligne. Votre fils qui ne respire plus, quel âge? Quel âge a-t-il? 8 ans. Et Yes. Il est tombé, il s'est cogné la tête, il va bien? D'accord. La première fois que je lui ai donné une douche pour l'aider, il a cessé de respirer. D'accord. RCP. Service incendie et secours du comté, numéro 50. Quelle est l'adresse de l'urgence? 11 Bittersweet Lane Cinema, Richards, New York, 11 934. 11 Bittersweet, la rue la plus proche, est au coin. Oui. Êtes-vous aussi de Barbarie? Bien sûr. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Michael. Je suis policier à New York. Je ne sais pas si mon fils respire ou si son cœur bat. Il est tombé et s'est cogné la tête en allant vers le bus. Je l'ai amené à l'intérieur et je suis en train de faire une réanimation cardio-pulmonaire en ce moment. D'accord. Quel âge a-t-il? 8 ans. D'accord. Avez-vous besoin d'instructions, monsieur? J'ai besoin que quelqu'un vienne vite. Écoutez, Je les ai déjà envoyés, d'accord? L'aide est déjà en route. Avez-vous besoin d'une autre forme d'aide? Les secours sont arrivés rapidement et ont trouvé le garçon allongé au sol, nu, sauf un pantalon de survêtement baissé jusqu'aux chevilles. Malheureusement, il était déjà trop tard pour Thomas et il serait déclaré mort. Lorsque le garçon de 8 ans a été amené à l'hôpital, sa température corporelle n'était que de 24 degrés Celsius. Il avait également des blessures au visage, aux genoux, aux coudes et sur les côtés. Les enquêteurs ont parlé au père de Thomas, Michael, qui a indiqué que son fils attendait le bus scolaire dehors pendant qu'il faisait la vaisselle à l'intérieur, mais il s'est retourné un instant. Et pendant ce temps-là, Thomas est tombé dans l'allée. Quand il est sorti pour aller chercher son fils, il avait des éraflures sur le visage, il pleurait et il s'était fait caca dessus. Alors Michael a emmené Thomas dans la salle de bain du sous-sol et il l'a nettoyé. Le père a affirmé que son fils était un peu chancelant et se plaignait d'avoir froid. Alors la douche qu'il lui a donnée s'est vite transformée en bain chaud. Mais son état s'est aggravé, alors Michael a décidé d'aller chercher Angela. Lorsqu'il est revenu, Thomas était inconscient et affaissé dans la baignoire. Alors il l'a sorti, l'a enveloppé dans des couvertures et l'a installé dans le salon. Mais peu de temps après, Thomas a cessé de respirer. Alors Michel a appelé les urgences et a pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire. Le problème, c'est que lorsque les secours sont arrivés à la maison, Michel n'était pas en train de pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire à son fils. Il était plutôt au téléphone. Le père a aussi attendu au moins 1 heure après la mort de Thomas avant d'appeler à l'aide. Ensuite, lorsque les premiers intervenants ont demandé à Michael comment il allait, il a répondu « J'ai vécu des choses plus stressantes que ça ». Angela, qui était soignée à l'hôpital pour anxiété à cause des événements de la matinée, a donné à la police un récit similaire à celui de Michael. Elle leur a également donné accès, bien qu'avec hésitation,
aux caméras de sécurité de la maison. Et c'est exactement là qu'ils allaient trouver des tonnes d'enregistrements compromettants qui avaient été réalisés dans toute la résidence. Ce que les enquêteurs n'ont pas trouvé, c'est la moindre preuve que Thomas était tombé dans l'allée. Il n'y avait ni sang, ni aucune trace au sol. Les images de vidéosurveillance obtenues plus tard chez un voisin ne montraient pas non plus un enfant tombant sur le ciment. De plus, les blessures de Thomas ne correspondaient pas à l'histoire que Michael avait racontée aux enquêteurs. Quelques jours après qu'Angela ait volontairement donné à la police les informations pour se connecter et visionner les enregistrements de la vidéosurveillance de la maison, quelqu'un d'autre s'est mystérieusement connecté, a changé le mot de passe et a supprimé plusieurs enregistrements. Heureusement, les enquêteurs avaient déjà ce qu'il leur fallait. Dans de nombreuses vidéos de surveillance de la maison, Michael et Angela étaient vus en train de crier sur les enfants, même sur les 3 filles d'Angela. Thomas et ses frères étaient pourtant les seules victimes de violences physiques. Dans les vidéos, on voit les parents traîner les garçons sur le sol, les jeter par terre, leur refuser de la nourriture et de l'eau, les enfermer dans leur chambre et les forcer à porter des couches. Lorsqu'ils étaient dans leur chambre, ils n'avaient pas le droit d'en sortir pour aller aux toilettes, alors ils devaient utiliser soit un tapis éducateur pour chiens, soit une couche. Une caméra du garage était étiquetée « Chambre des enfants » et elle montrait plusieurs nuits où Thomas et Anthony avaient été forcés de dormir là-bas, dans le froid glacial, sans oreiller, sans couverture et sans vêtements. La veille de la mort de Thomas, lui et son frère ont de nouveau été vus dans le garage. Cette fois, ils y avaient été envoyés juste après l'école et ont été forcés d'y rester pendant 16 heures sans chauffage, sans accès à une salle de bain, sans matelas et par une température de moins 7 degrés, en raison du fait qu'il n'avait pas accès à une salle de bain et qu'il était en train de mourir de froid. Le lendemain matin, Thomas a souillé son pantalon. Les images de vidéosurveillance du domicile montrent Angela dans la cuisine, faisant ses comptes, consciente de l'état du petit garçon, mais sans intervenir. À ce stade, Thomas avait du mal à marcher, et l'un des autres enfants a demandé à Angela pourquoi. Elle a répondu « parce qu'il est en hypothermie ». L'hypothermie signifie que tu es en train de geler. Se laver à l'eau froide alors qu'il fait glacial dehors? Tu tombes en hypothermie. Avant cela, Michael a été vu sur une caméra extérieure en train d'arroser Thomas au tuyau d'arrosage avec de l'eau glacée. Et Angela a été entendue en train de réprimander Michael parce qu'il criait trop fort car elle avait peur que les voisins puissent entendre. Dans d'autres extraits audio de la vidéosurveillance de la maison, on peut entendre Michael dire « Il continue de tomber la tête la première sur le béton ». Et Angela répond « Tu sais pourquoi il tombe ». À quoi Michael répond « Parce qu'il a froid, pauvre chou, et puis quoi encore ?» Moins d'1 heure avant la mort de Thomas, on a entendu Michael dans une vidéo crier sur son fils et dire « Bon sang, lève-toi, espèce de dégueulasse, lève-toi ». Une fois que Thomas a perdu connaissance, Michael l'a enfin ramené à l'intérieur et l'a placé dans une baignoire remplie d'eau chaude. Pendant tout ce temps, on voyait Angela dans la même pièce, en train de se maquiller tranquillement devant le miroir. Les enquêteurs ont obtenu de nombreux textos entre Michael et Angela, où ils exprimaient leur frustration croissante face aux accidents de propreté de Thomas. Le 16 novembre 2019, Michael a découvert que Thomas et l'un de ses frères avaient sali leurs pantalons. Il a donc envoyé un message à Angela en disant « Je vais encore les frapper. Parler ne sert à rien. Peut-être qu'un visage ensanglanté, ça marchera. Dis-leur que je vais encore leur botter les fesses. Comme je l'ai dit, je vais les frapper avec une ceinture. » Le 24 janvier, l'autopsie de Thomas a été rendue publique et il a été déterminé qu'il était décédé d'hypothermie. Il avait également des ecchymoses sur la tête, le front, le nez, la paupière et la lèvre supérieure. Il avait aussi d'autres blessures récentes, mais non liées à une chute. En fait, elles provenaient de coups reçus. Sa mort a été qualifiée d'homicide. Pendant que les détectives attendaient les résultats de l'autopsie et qu'ils constituaient un dossier contre Michael et Angela, le couple racontait à tout le monde que Thomas était en parfaite santé et allait très bien jusqu'à sa mort. L'avocat de Michael a publié une déclaration affirmant qu'il était un père formidable et aimant, très bouleversé émotionnellement par la mort de son fils. Ensuite, Michael a même ouvert une cagnotte GoFundMe pour demander des dons afin d'aider à payer les funérailles de son fils, dont il affirmait que la mort était le résultat d'un tragique accident. Il a fini par recevoir plus de $10 000 de dons avant que la page ne soit fermée et que les fonds ne soient remboursés.
Mais une fois l'autopsie de Thomas publiée en janvier 2020, Michael Velva et Angela Paulina ont tous deux été arrêtés. Ils sont inculpés de meurtre au second degré et de 4 chefs d'accusation de mise en danger du bien-être d'un enfant. Ils ont été détenus sans possibilité de libération sous caution. Les frères de Thomas ont également été réunis avec leur mère, qu'ils n'avaient pas vue depuis près de 2 ans. Ils ont aussi suivi une thérapie où un trouble de stress post-traumatique a été diagnostiqué suite à leurs épreuves. Leur mère, Justina, a alors commencé à partager ce que les garçons avaient raconté à leur mère et à leur thérapeute. Elle a déclaré que les frères survivants de Thomas avaient rapporté avoir été emmenés dans 2 ou 3 maisons différentes appartenant à des adultes connus par Michael et Angela. Dans l'une des maisons, il y avait 4 personnes qui ont emmené les garçons et les ont mis nus dans des cages. Ils les torturaient et les agressaient ensuite si violemment que parfois les enfants ne pouvaient même plus marcher après. Ils ont affirmé que Michael et Angela étaient liés à ces adultes via des caméras. Pendant qu'ils étaient là-bas, ils avaient été privés de nourriture et d'accès aux toilettes, mais étaient forcés de manger des piments forts, du vinaigre et leurs propres excréments. Justina a également découvert que Michael avait reçu plusieurs gros dépôts sur son compte bancaire au cours des dernières années. Quelque chose qui ne pouvait pas être justifié par le salaire d'un policier. Mes enfants ont pratiquement été affamés à mort. Justina Valva ne peut pas ramener à la vie son fils de 8 ans, Thomas, élève à besoins particuliers atteint d'un léger autisme. Mais elle peut demander des comptes aux travailleurs sociaux et aux juges qui ont confié la garde de ses 3 fils à son ex-mari, Michael Valva, et à sa compagne, Angela Paulina. Qu'avez-vous à dire pour vous défendre? Valva a indiqué que son fils de 10 ans avait aussi été obligé d'aller dans le garage glacial de Michael Valva. Il avait des engelures sur les mains, sur les jambes. Le district scolaire d'East Mauritius avait exprimé son inquiétude concernant les 2 garçons les plus âgés dans cette lettre envoyée en avril 2018. Ils cherchèrent de la nourriture par terre et dans les poubelles de la classe. Ils arrivèrent à l'école avec des couches. Angela Paulina, ancienne facturière à l'hôpital, vivait avec ses 3 filles. Gino Cali est le père de la Benjamine, aujourd'hui âgée de 8 ans. Je surveillais Angel, tout ce qui se passait entre les filles avant l'arrivée des garçons, avant la naissance de ma fille. Elle frappait l'une des filles, j'intervenais pour les séparer. Puis elle me menaçait en disant qu'elle allait appeler Pete, s'il te plaît. Justina Valva affirme que les relevés bancaires de Chase Bank révèlent d'importantes sommes d'argent sur les comptes de son ex-mari ces dernières années et se demande d'où pouvait venir cet argent avec un salaire de policier. Nous parlons de dépôts allant de 30 000 à 130 000 $ par mois provenant de sources inconnues. Valva a dit qu'elle s'inquiétait que ses fils soient victimes d'abus sexuels après que l'un d'eux lui ait raconté cette histoire en 2016. Je viens d'être filmée nue avec la caméra noire. Maintenant, ses 2 fils survivants sont de retour avec elle. Le premier petit déjeuner était tout simplement déchirant parce que j'ai vu mes enfants manger leur petit déjeuner si vite. Anthony a dû prendre 2 grands bols de céréales. Il demandait sans cesse « C'est quand le dîner ?» Le déjeuner, les dégâts étaient importants. Ils vont avoir besoin d'une thérapie à long terme avec un très bon spécialiste. La mère aurait écrit une lettre au procureur du comté de Suffolk pour le supplier d'examiner ses allégations. Cependant, rien n'en est jamais ressorti. Elle a également déposé une plainte auprès de la police et a emmené les garçons dans un hôpital pour enfants afin qu'ils puissent être examinés pour détecter d'éventuelles agressions sexuelles. Justina a déclaré que même si des prélèvements ont été effectués sur chacun de ses fils, ils n'ont jamais été envoyés pour analyse. Le procès de Michael a commencé en septembre 2022 et sa défense a affirmé qu'il n'avait jamais eu l'intention de tuer Thomas. Au contraire, il avait simplement corrigé son comportement de manière inappropriée en le mettant dans un garage froid. Après la diffusion de toutes les vidéos de surveillance de la maison au jury, il était évident que Michael devait être reconnu coupable des chefs d'accusation retenus contre lui. Au cours du procès, il a été découvert qu'il y avait un 3e adulte qui vivait dans la maison au moment où Thomas est décédé. Edward Consolo, qui est marié à la cousine d'Angela, vivait dans la maison des Valva 3 à 4 jours par semaine. Apparemment, il était au travail au moment où Thomas est décédé, mais avant cela, il vivait là depuis environ 15 mois. Edward a témoigné pendant le procès et il a dit qu'Angela était la principale personne qui disciplinait les enfants et qu'elle était plutôt agressive avec eux. Edward a dit à propos d'Angela qu'elle s'emportait souvent et que les problèmes de salle de bain des garçons étaient un énorme déclencheur pour elle. Edward a également dit qu'il avait vu Michael asperger ses fils avec un tuyau à l'extérieur à plusieurs reprises.
Edward avait remarqué des signes que Thomas et Anthony vivaient dans le garage seulement quelques mois après son emménagement. À la fin du procès, Michael a été reconnu coupable des accusations portées contre lui et il a ensuite été condamné à une peine de 25 ans de prison au minimum, pouvant aller jusqu'à la perpétuité. Angela passerait en procès en avril 2023 et pendant cette période, elle témoignerait à la barre pour sa propre défense. Elle a admis avoir supprimé des enregistrements des caméras de surveillance de la maison. Elle a également déclaré qu'elle ne s'était pas rendue compte qu'exiler les garçons dans le garage pendant des semaines était mal jusqu'à ce que Thomas soit déclaré mort à l'hôpital. Elle a admis que la façon dont elle avait discipliné les garçons était cruelle, mais elle a affirmé qu'elle n'était pas responsable de la mort de Thomas. C'était Michael. Des témoignages ont été entendus de plusieurs membres de la famille et ils ont tous déclaré qu'Angela avait toujours détesté les enfants de Michael. Au final, elle a été reconnue coupable des accusations portées contre elle et elle a également été condamnée à une peine de 25 ans de prison au minimum, pouvant aller jusqu'à la perpétuité. Thomas n'était pas entouré d'amour le jour où il est mort, comme il aurait dû l'être. Il n'était entouré de rien d'autre que de la pure méchanceté. Le mal infligé par Paulina, qui, selon le juge, a torturé Thomas et son frère aîné, tous deux autistes, en les forçant à dormir dans le garage non chauffé de la famille. Voici la dernière photo de Thomas. Il est mort de froid le lendemain. Mon seul regret, Paulina, c'est qu'ils n'ont pas là-bas de garage, sans chauffage, sans matelas, sans couverture et sans oreiller. Elle mérite cela et devrait être enfermée dans un garage. En juin 2020, la mère de Thomas, Justina, a déposé une plainte fédérale pour décès injustifié contre Michael, Angela et plusieurs responsables des services de protection de l'enfance. Elle alléguait que des années de maltraitance avaient été ignorées malgré des signalements répétés. La plainte réclamait 200 millions de dollars de dommages et intérêts. À la fin de l'année 2025, Justina s'est vue proposer un accord à l'amiable de 9 millions de dollars. Et bien qu'elle ait accepté cet accord, elle a refusé de signer les documents qui lui ont été présentés, car ils ne prenaient pas en compte la douleur et la souffrance qu'elle et ses deux fils survivants avaient endurées. Depuis lors, Justina essaie de collaborer avec les défendeurs pour finaliser le processus, mais cela n'a pas encore abouti. Les funérailles de Thomas ont eu lieu le 30 janvier 2020 à l'église Sainte-Élisabeth à Melville, New York. Il a ensuite été enterré au cimetière Saint-Charles à East Farmingdale. Merci d'avoir écouté l'histoire de Thomas. C'est tellement écœurant que les autorités aient cru Michael. Encore et encore, probablement parce qu'il était policier. Il y avait de nombreuses preuves venant de plusieurs personnes que Thomas et ses frères étaient maltraités par leur père, ce qui aurait dû suffire à retirer définitivement les droits parentaux de Michael. Que penses-tu de cette affaire? Si tu aimes les histoires criminelles que je raconte, abonne-toi avec le bouton ci-dessous et active les notifications pour ne rien manquer de mes vidéos, publiées au moins 2 fois par semaine. Merci d'avoir suivi A Wicked World. À bientôt, prends soin de toi. Merci à tous les mécènes d'A Wicked World. Désormais, il y a encore plus de contenu d'A Wicked World sur Patreon. Alors allez jeter un œil sur patreon.com/awickedworld ou utilisez l'application Patreon. Vous accéderez chaque mois à des vidéos exclusives et plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire. Avez-vous une suggestion d'histoire que vous aimeriez que je traite? Si oui, envoyez-moi un email à awickedworldtruecrime à l'adresse awickedworldtruecrime@gmail.com.